Allez. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Mathilde. Salut. Allez, aujourd'hui nous recevons sur ce plateau deux baroudeurs qui n'ont jamais la chair de poule et pourtant qu'il vente ou qu'il pleuve, ils ne portent ni maillot, ni pantalon, ni sous-vêtements. Bonjour Nance, bonjour Moots. Bonjour. Ça va bien? Ouais, ça va bien. C'est vrai que vous n'avez jamais froid, vous commencez toujours les émissions dans votre plus simple Ça, appareil. c'est une fake news. Hein. Ah c'est vrai? Ah pardon, désolé. Tellement souvent que tu savais quoi. Ah ouais, c'est vrai. Vous coûtez cher à l'assurance maladie alors. Quand tu te retrouves tout nu comme ça, Ah en ouais. partant, donc sans chaussures, sans caleçon, sans pantalon, sans rien, Ouais. ben là, la réalité des éléments, on la prend, on est brut de décoffrage. Ah oui, c'est ça. Mais vous ne tournez pas forcément que l'été d'ailleurs, faut le c'est ça. préciser. Ah non, Ouais, Des fois en hiver. Non, ce mode-là de vagabondage est extrêmement inconfortable. Ah oui, ça doit être très dur quand même, quand il fait froid, quand il pleut, enfin les conditions climatiques, surtout que vous ne trouvez pas des habits dans la seconde, quoi. Il faut que vous alliez à la rencontre de personnes, etc. C'est C'est ça. très compliqué. Donc- Alors pour ceux qui n'ont jamais vu l'émission, ça s'appelle Nuit et culotté quand même, C'est ça, il faut ouais. rappeler le titre, c'est sur France 5. Vous allez lancer la 12e saison, ce sera ce lundi 1er juillet en première partie de soirée. Et cette fois-ci, vous avez décidé de vous rendre dans la région de Lyon afin de rencontrer ce que vous appelez le grand méchant loup. Alors, quand vous rencontrez des personnes que vous croisez dans la rue, que vous êtes nu et que vous leur dites que vous avez envie de rencontrer le grand méchant loup, est-ce qu'elles fuient? Alors, tu vois, c'est marrant parce qu'une des premières femmes d'ailleurs qu'on a rencontrées, une des premières personnes Ouais. qu'on a rencontrées habillée en buisson, il se trouve que c'était une femme et il se trouve qu'elle était habillée en rouge et qu'elle revenait de sa mère grand où elle avait appris à tricoter. Ça, c'était très drôle. C'est fou parce que la vie, c'est Ouais. drôle, des fois on se dit non mais il y a un tour opérateur qui organise ça, c'est assez dingue. On se retrouve dans plein de situations comme ça où l'étape d'après dans ce voyage, c'est donc on est habillé en buisson, on trouve 2-3 trucs pour avancer et on tombe sur des gens qui reviennent d'un entraînement d'impro, ils ont des costumes rouges de Casa de Papel, Ouais. ils nous filent ça pour s'habiller, nous on se retrouve en petits chaperons rouges. Tu sais, il y a C'était quoi la proba quoi. C'est ça, quoi. C'est exceptionnel. Ouais. Quoi. Ça colle parfaitement avec le thème de votre émission. Et pourquoi vous avez décidé d'aller chercher le grand méchant loup pour cette émission précise? Alors, quand on cherche un rêve, Ouais. avant de partir en voyage, on a toujours besoin d'un rêve, et on se laisse inspirer par ce qui nous vient sur le moment. Ces derniers temps, on avait envie de délirer autour des contes de fées, Ouais. et puis on s'est dit, ah non mais, rencontrer une fée, une princesse, un roi, c'est un peu cliché, et si on allait chercher ceux qu'on va jamais chercher d'habitude? Ah ouais. Les méchants, les monstres, les grands méchants loups. Et on s'est dit, allez, vas-y, viens, on va pour ça et on va voir ce que ça réveille chez nous comme ambiance et aussi chez les gens qu'on va croiser sur la route. Du coup, Absolument. on s'est dit, on veut aller rencontrer le grand méchant loup, mais on a envie d'aller lui chanter une berceuse. Une berceuse. Putain, on voulait renverser un peu Oui, le compte où à la fin, carrément, le grand ouais. méchant loup, il est en colère. On se dit, attends, t'as l'air d'être bien en colère, toi. On va te chanter une petite berceuse pour t'apaiser. Vous savez que j'étais très premier degré quand j'ai regardé l'émission. Je pensais sincèrement que vous vouliez aller rencontrer un loup, quoi, enfin l'animal. Mais honnêtement, à la fin, franchement, je me suis dit, mais il est où ce loup, franchement? À la fin, je me dis, c'est pas Il est bien possible. caché dans le cœur de chacun, chacune d'entre Voilà, nous. vous êtes dans la poésie et la métaphore. Moi, vous savez, je suis dans le premier degré. Je suis Non, mais tu sais quoi, en fait, nous, quand on part, on sait pas du tout ce que ça va donner. Oui. On se dit pas, tiens, on va faire une poésie de Vous ça. n'avez pas de scénario. On se dit, ça se trouve, on va rencontrer un ex-tolard qui a fait des trucs Bien sûr. pas possibles dans sa vie, que ce sera notre grand méchant loup. Ouais. Ça se trouve, on va vraiment rencontrer le loup, parce qu'il y en a en France, tu vois, vrai. des loups. Ouais. Totalement. Et puis là, bon, c'était une voie plus poétique. Mais ça, Ouais. pour nous, ça c'était une vraie mise à nu, c'est-à-dire on part réaliser un rêve, entre guillemets, mais on ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler. Et on vous a épargné dans le film tous les moments de doute et de bad trip en tant que réalisateur. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on fait là Ouais. à réaliser un rêve dont on ne sait pas comment ça va se manifester concrètement. Parce que c'est joli sur le papier, puis c'est sympa quand Bien sûr. on en délire après, mais c'est comme quand tu as une grosse galère, tu dis non mais attends, j'ai loupé une étape, j'ai perdu un pari, je sais pas ce qui se passe là. Ouais. On se met volontairement dans cet état-là où on ne maîtrise vraiment plus grand-chose. Hors de votre zone de confort au Ah final. bah complètement, ouais. ouais. On n'a Un pas lâcher d'argent, prise pas de total. vêtements, Ouais. et t'es C'est ça. obligé de faire confiance en l'autre. C'est plus une option, on fait dire oui tiens je te fais confiance, oui non. Quand là il n'y a qu'une seule porte le soir qui s'ouvre, bah, t'es obligé d'y aller et puis de faire fi des jugements qu'on peut avoir sur ces gens-là. Tiens, ils votent pas du tout comme moi. Ok, bah ouais, mais c'est la seule porte qui s'ouvre. Et d'habitude, on part à poil en tant que voyageur, on sort de notre zone de confort, c'est clair, vu qu'on Ouais. est à poil et sans argent. Mais là, c'était le réalisateur qui sortait aussi de sa zone de confort. Et là, c'était la première fois Ouais. qu'on expérimentait ce genre de rêve-là, un peu métaphorique, poétique. Et je pense que ça va ouvrir la porte à de nouvelles manières de voyager pour nous. Il vaut mieux que ce soit métaphorique et poétique parce que se retrouver nu face à un loup, ça reste quand même dangereux. Il ne faut pas le faire chez vous en tout cas. Bon, on va poursuivre cet entretien dans quelques instants avec vous deux, messieurs. On va parler en long, en large et en travers de cette 12e saison qui s'amorce sur France Avec 5. plaisir. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentées par Mathilde Seifer.
Alors aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu particulier parce qu'on enregistrait cette émission il y a quelques jours. On n'est pas en mesure de vous proposer les dernières nouvelles qui sont en train de faire trembler la planète média. On a donc décidé de se focaliser sur les grands faits médias qui ont rythmé cette saison. Et le premier que vous avez choisi, Mathilde, c'est la commission d'enquête sur l'attribution des fréquences TNT. Oui, et alors c'était au mois de février dernier. Une série d'auditions avait été effectuée devant l'Assemblée nationale. Parmi les auditionnés, plusieurs dirigeants de chaînes comme Delphine Ernotte pour France Télé, Ara Aprikian, pardon. Ouais. Vous avez mélangé deux lettres, c'est pas très grave. Ça arrive. Pour TF1 ou Vincent Bolloré pour Canal+, mais également des journalistes comme Yann Barthès, Pascal Praud ou encore Cyril Hanouna. Et alors cette commission d'enquête a été particulièrement scrutée là au mois de février parce qu'au même moment, CNews et C8 étaient dans le viseur de l'Arcom qui avait demandé au Conseil d'État en fait de renforcer le contrôle du canal d'information du groupe de Vincent Bolloré. Et alors la question du pluralisme pendant cette commission d'enquête était vraiment omniprésente. Voilà, on vient d'apercevoir là sur votre écran Quentin Bataillon qu'on a reçu sur ce plateau et qui était le président de la commission d'enquête. Nancy Moutz, vous regardez quoi vous à la télévision? Parce que là on a parlé de beaucoup de chaînes. Est-ce que vous la regardez déjà? Non, pas du tout. Pas de télé, non. C'est vrai? Ah ouais, vous êtes vraiment coupé du monde, quoi. Vous êtes tout le temps sur les routes, c'est ça? Je crois que c'est pas la seule manière de se relier au monde. Ouais. D'ailleurs, j'ai d'autres canaux que la télé pour me relier au monde. Comment vous faites alors? Par exemple, d'aller prendre directement le pouls chez les gens. Ouais. D'aller chez les gens, de savoir comment ils vont, ce qu'ils vivent comme histoire. C'est une autre forme d'actualité, actualité chaude, vivante et très intime. Ouais. Et c'est ça qu'on aime raconter aussi dans nos voyages, dans nos films. Vous aussi, vous regardez? Ouais, c'est vrai, j'ai fait ce choix-là il y a vraiment un paquet d'années, je crois pas loin de 20 ans, de ne plus m'intéresser à ce qui est partagé dans les médias, parce que ça a la tendance pour moi de m'amener dans des réflexions dans la tête et dans beaucoup d'impuissance. Là, j'entends des nouvelles terribles, que ce soit sur des aspects sociaux, environnementaux, et j'ai du mal à dealer avec ça. Par contre, là où j'ai trouvé un espace de puissance et de sensibilité qui me convient, c'est dans cette manière de voyager, de rencontrer les autres, où n'étant pas dans la tête, je peux aller un peu plus dans le cœur, dire ok, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, comment toi tu vis ce qui se passe dans le monde et quelle est ta réponse. Et à cet endroit-là, j'ai vraiment l'impression d'être dans mon actualité du monde là qui est à ma portée. En tout cas, vous n'êtes pas complètement coupé de l'actualité. Vous savez que dans quelques heures, là, on va voter pour les législatives. Ça, vous êtes au courant quand même. Ça, oui. Alors, on a un téléphone, on a aussi les news. On discute aussi avec nos amis de tous ces sujets. Simplement, voilà, on va pas. Ça passe pas par la télé. Voilà, ça passe pas par la télé. Et vous regardez des fictions quand même de temps en temps? Ça vous arrive? Par exemple, les séries, aujourd'hui, on sait qu'il y a vraiment une espèce de série mania dans la population. Vous en regardez, vous, ou pas du tout? Alors, ça m'arrive de regarder des séries. Tu veux en parler de Casa de Papel? Ah, Casa de Papel. Tombé dedans, comme un bleu. Ça, c'est sûr. Comme un rouge, du coup. Et j'ai regardé 2-3 séries, mais sinon, j'aime beaucoup aller me faire un petit film cinéma de temps en temps. Ou un petit film à la maison aussi, carrément. Et puis voilà, pour le métier qu'on a, pour moi c'est important de me laisser inspirer aussi par d'autres manières de raconter des histoires, que ce soit des fictions, des documentaires. Bien sûr, vous aussi, vous regardez des documentaires aussi de temps en temps. Ouais, mais c'est très rare. Et je me souviens d'une phrase d'un gars avec qui j'avais bossé dans un stage il y a des années, qui m'avait dit « Ah, et toi, c'est quoi ton film préféré ?» Et je me rappelle que ce qui était sorti à l'époque, c'était bien avant de faire des films, ou même d'approcher tout ça. Je me dis « Mais moi, j'ai envie que mon film préféré soit ma vie. » J'ai envie de tout donner. J'ai regardé des séries dans le passé, mais en fait très vite je me suis senti consommateur de quelque chose qui me nourrissait certes, mais qui à un endroit m'appauvrissait aussi, de juste prendre ma vie en main, de regarder c'est quoi mes rêves et puis d'y aller quoi, d'aller rencontrer les gens, d'aller voyager, d'aller faire ce qui vraiment bouillonne au fond de moi. Et aujourd'hui c'est ça qui me rend profondément heureux. Voilà, c'est ma couleur. Allez, on poursuit Mathilde avec le branle-bas de combat chez BFM TV cette saison. Oui, alors le mercato de l'été dernier avait déjà été riche en rebondissements pour la chaîne d'info, mais il ne s'est pas arrêté en septembre comme à l'accoutumée. Dès le mois d'octobre, le journaliste vedette de BFM, à savoir Bruce Toussaint, a fait savoir qu'il quitterait la chaîne dès la fin de l'année pour rejoindre TF1 et sa matinale Bonjour. Donc, petit coup dur pour Marc-Olivier Fogiel, mais ses rangs se consolidaient autour de Laurent Ruquier, qu'il avait recruté au même moment. Seulement le coup de théâtre, seulement 3 mois après son arrivée, Laurent Ruquier a aussi annoncé son départ. Alors, mauvaise audience ou manque d'épanouissement, c'est difficile de savoir réellement, mais ces chamboulements n'ont pas aidé la première chaîne d'info de France à rester vraiment au niveau, parce que CNews les a dépassés là au mois de mai. C'est vrai que le mercato télé bat son plein, et vous, c'est vrai que vous êtes sur France 5 depuis de nombreuses saisons. Est-ce que vous êtes aussi courtisé parfois par d'autres chaînes? Antoine de Maximi, par exemple, qui est votre producteur, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est pas un producteur, c'est un réalisateur. C'est le réalisateur qui travaille avec la même boîte de prod que nous. Ah, il travaille avec la même boîte de prod que vous, absolument.
bon, vous avez ce point commun avec Antoine de Maximi qui était aussi sur France 5, qui a commencé sur France 5 et qui finalement aujourd'hui se retrouve au sein du groupe Altis sur RMC Découverte. Est-ce que vous avez été aussi approché par d'autres chaînes pour quitter France 5 ? Alors non. Nous on est fidèles à notre équipe chez Bonne Pioche et puis avec France 5 on adore bosser avec eux. Il n'y a personne et puis ça se fait pas. Je pense à ce niveau-là de professionnalisme d'aller courtiser une émission qui existe déjà avec un autre. L'histoire d'Antoine c'est différent. Son contrat s'est arrêté avec France TV et puis il en a commencé un autre avec une autre chaîne. Nous ça se passe très bien avec France TV, on s'entend très bien. On travaille avec des gens qui sont là depuis le début. Je pense notamment à Laurence Hamelin, qui est un peu la deuxième maman du programme. On a un lien qui est au-delà du professionnel. Je veux dire, c'est aussi une gardienne du temple, du sens de ses films. Elle fait attention qu'il n'y ait pas de débordement. Des fois, nous, on peut aussi vouloir essayer de tout et n'importe quoi. Et non pas qu'elle censure, mais elle nous aide nous-mêmes à tenir notre ligne, en fait. Ça doit être dur parfois de se faire un peu couper contre son gré, non ? Je te donne un exemple. Un hiver, on se l'est pelé en France. Tu parlais de la chair de poule tout à l'heure. Je dis, viens, on va voyager dans les Caraïbes cet hiver. Elle dit, les gars, ok, mais souvenez-vous, votre désir vraiment profond, c'est de découvrir la France autour de chez vous avec les yeux du voyageur. Et je fais, merci Laurence. C'est vrai, on va rester en France, on va avoir un peu froid, mais on va garder notre axe de l'aventure locale. Mais c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait, ces aventures, donc on est seul sur le terrain avec nos petites caméras, il n'y a pas d'équipe technique, on n'a pas d'argent, on fait vraiment le truc avec intégrité depuis le tout début. Et il y a une énorme équipe derrière et on a nos proches, nos familles. Parce que souvent on dit, mais les gars, mais vous partez à poil comme ça, mais c'est quoi le délire, d'où ça vient ? Avec quelques caméras, c'est tout. Quoi. Mais c'est parce qu'il y a tellement d'amour derrière, j'ose utiliser le mot, il y a tellement de gens qui sont derrière des équipes chez Bonne Pioche, chez France Télé, qui sont là et qui soutiennent ces aventures-là. C'est ce qui fait qu'il y a cette longévité. Quand on passe comme ça, qu'on zappe d'une équipe à l'autre, qu'on change de personne, on ne peut pas s'enraciner. Il y a un moment donné, c'est parce qu'on est là depuis longtemps avec des personnes et qu'il y a un vrai respect, une vraie confiance qui s'est installée, ça ne se construit pas en un an, ben là ça fait plus de 10 ans, c'est ça qui fait qu'on peut tenir dans la longueur. Ma plus grande fierté, c'est que Nuit et Culotté, cette aventure, elle se vit sur la route, mais elle se vit aussi avec les équipes. Et vraiment, c'est formidable. Moi, j'ai très peu d'expérience au-delà de Nuit et Culotté. Je sais que quand je bosse avec Bonne Pioche ou avec France 5, ce qui se passe dans les bureaux ou dans les relations, c'est du même acabit de ce qu'on peut vivre sur la route. Quoi. Et heureusement, parce que pour pouvoir faire des films qui parlent d'authenticité, d'une vraie rencontre avec les gens, si nous, à côté... une fois qu'on éteint les caméras, ça marche plus. On est des imposteurs. Justement, ça se sent et bien. ça, c'est pas possible. Ça se sent quand on regarde en tout cas le premier épisode qui sera diffusé donc ce lundi 1er juillet. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Ça c'est l'expérience, vous savez, les transitions, ça se travaille. Nuit et Culotté, donc c'est le titre de l'émission que vous incarnez sur France 5. Pourquoi vous avez choisi de vous rendre à Lyon pour cette première salve, pour le premier épisode de cette salve d'inédit ? Nous, on a le truc du contraste qu'on aime ça. Dans les voyages, on aime changer d'univers, on aime pouvoir avoir vraiment de très grandes différences. On savait qu'on visait les forêts du Morvan. Rien de tel que de démarrer au cœur d'une grande ville, d'une grande mégalopole. Donc on est parti du parc de Fourvière, en plein cœur de Lyon. Puis on aime bien se surprendre l'un l'autre d'une émission à l'autre. À l'intérieur, comme dit Moots, donc on essaie de créer des contrastes entre la forêt et la ville. Et puis d'une émission à l'autre, très souvent, on part depuis la nature. Forcément, c'est plus simple. On peut être nu sans risquer de choquer les gens. Et puis là, de temps en temps, on se dit, allez, vas-y, viens, on part dans un contexte qui n'a rien à voir. Un peu plus rock'n'roll. Au centre-ville, une des plus grandes villes de France, à Lyon. Et nous, ça nous secoue un peu, ça nous sort un peu de nos habitudes. Sur l'idée, vous n'êtes pas complètement nu, vous avez un petit feuillage qui permet de vous protéger les parties intimes. Oui, mais juste avant le feuillage, on part sans rien. Ah oui, vous êtes sans rien. Sans caleçon, sans rien du tout. Donc très rapidement, effectivement, on se fait ce qu'il faut pour pouvoir... déambuler sans problème. J'avais perdu mon micro. Vous avez perdu votre micro. Écoutez, a priori, ça va, on vous entend. Donc très rapidement, on se fait un pagne avec des déchets, des végétaux pour pouvoir être dans la légalité. C'est-à-dire qu'on a les parties intimes qui sont couvertes. Et alors, comme lors de chaque épisode, vous avez multiplié les rencontres, est-ce qu'il y en a qui vous ont particulièrement bouleversé ? Dans cet épisode-là en particulier, on a rencontré un jeune homme qui s'appelle Jérémy. Donc il a vécu des choses très difficiles, notamment au niveau santé. Pas passé très loin de la mort, une opération du cœur. Une trentaine d'années seulement. Une trentaine d'années seulement, donc c'est quand même particulier. Et Jérémy nous a invités vraiment dans son monde, dans son univers, avec les rituels qu'il fait le matin. Et un de ces rituels, c'est de se préparer le café. Tu vas me dire, comme beaucoup de gens en France, mais il le prépare d'une manière unique. Il met une demi-heure pour faire son café, pour moudre le grain, pour le chauffer à la température parfaite. Il a
tous les accessoires, mais tu sais, du café traditionnel. Ouais. Et pour moi, ce Jérémy, il m'a beaucoup inspiré parce que tu vois, le café, c'est le symbole de l'humain qui va vite, en fait. Un café au travail, bam, on enchaîne. Lui, il résiste, quoi. Il a fait pause un temps, il prend une demi-heure, et puis quand il boit son café, c'est comme le rituel du thé, tu vois, pour les Japonais. Ouais. C'est un moment sacré, et moi, ça m'a vraiment inspiré. Il y a des rencontres qui sont bouleversantes, et c'est ça qui est fou, même au bout de 12 saisons, pour se dire, bon, on tombe un peu toujours sur les mêmes histoires. Ben non, la vie, elle en a sous le pied. Et là, je pense à Cédric, un autre homme qu'on a rencontré dans ce voyage un petit peu plus loin, sur la route du Morvan. Un homme qui a juste enchaîné tellement de galères, qui s'est retrouvé au plus bas, là où malheureusement il y a encore beaucoup d'humains qui se retrouvent dans des situations de détresse totale, et qui nous livre ça alors qu'on est en train d'éplucher des patates, on est vraiment au cœur de son quotidien. Et là, nous, on reçoit ça avec des caméras. Et il y a une responsabilité énorme à écouter quelqu'un, c'est qu'il dépose quelque chose au milieu. Et on ne peut pas faire genre, j'ai pas entendu. Ouais. Ah oui, d'accord, tu veux peut-être aller au point de mettre fin à tes jours. Ok, ah oui, c'est de ça dont on parle vraiment. Ouais. Donc on peut, souvent il y a ce côté, ah oui, nu et culotté, c'est bisounours, etc. Ouais, c'est des films dans lesquels on parle des choses les plus crues, les plus dures de la vie, parce que c'est la vie des gens, en fait. Non, mais c'est vrai que vous avez choisi de vous rendre là-bas. C'est effectivement le grand méchant loup, en fait, dont vous parliez tout à l'heure. C'est finalement ce qui nous empoisonne un peu la vie, des personnes qui peuvent nous empoisonner la vie, mais également des maladies dont vous parliez. Quel est votre grand méchant loup à vous ? C'est une très bonne question. Moi, j'ai une réponse, c'est le non-sens. Le non-sens. Faire un métier qui ne me parle pas, être obligé de devoir mentir aux autres, de devoir voler les autres, moi, ça, mais c'est pas possible. Me dire, je vais faire un truc où, à la fin de ma vie, je vais pas pouvoir me regarder dans le miroir, c'est mort. Ouais. Vous avez réussi à le dompter, ce grand méchant loup, alors ? Il est là tous les jours, parce que tous les jours, on est tenté de se faire happer par les sirènes du monde, que ce soit l'argent, la reconnaissance, le machin, le truc. Le confort, il est là, il nous pend au nez tout le temps. Et c'est en ça que moi, j'adore le vagabondage, c'est que c'est un reset obligatoire. On repart à zéro. Là, on est tout nu sans argent. Et la seule ressource à laquelle on a accès, c'est le lien de confiance avec les autres. Donc on est obligé de développer des qualités humaines dont on a besoin pour juste s'en sortir, trouver une brosse à dents, un slip et puis un repas, quoi. Et vous, Nance ? Une question qui me met à poil, moi. Ce qui me fait peur, mon grand méchant loup, c'est de ne pas vivre pleinement ma vie, en fait. Et des fois, je me dis, putain, mec, tu vis pas là. Mais là, avec tous les voyages que vous faites, les rencontres, vous n'avez pas l'impression justement de la vivre à 100% votre vie, de vraiment être en adéquation avec ce que vous faites. Des bonnes piqûres de rappel. Moi, c'est mon église, la route. C'est-à-dire, c'est là où j'aime me souvenir de ce que c'est que d'être pleinement vivant. Donc j'essaye de réinsuffler dans ma vie sédentaire avec ce souvenir-là. Mais voilà, c'est en même temps ma peur, mais c'est ce qu'on dit dans le film, c'est que le grand méchant loup, il a aussi la fonction de nous maintenir en alerte et vigilants, justement, à pas aller dans des voies qui sont dangereuses. Ouais. Et alors, est-ce que vous avez le sentiment que la société est plus individualiste qu'avant ? Est-ce que les gens se parlent moins, qu'ils sont plus sur les réseaux et tout, là, quand vous les côtoyez Moi, je dirais que oui, effectivement, on sent que c'est plus difficile. Disons que la glace est plus épaisse. Mais quand on arrive à rompre la glace, en fait, il y a comme un torrent, une envie de contacter. Je crois que là, on l'a vraiment énormément vu. C'était pendant, tu te souviens, quand on a fait des tournages pendant le 2e confinement, pendant la période Covid qui battait son plein. On était en voyage avec nos masques et on voyageait donc un peu partout en France. Et c'est comme si les gens qui se sentaient dans la peur, qui n'avaient pas confiance, et je les comprends vraiment, ils étaient encore un peu plus chez eux. Et ceux qui, mais j'en peux plus, j'ai besoin de rencontrer du sang neuf, j'ai besoin de voir d'autres personnes. Mais une fois qu'il y avait la confiance qui s'était instaurée, et là, la rencontre, elle se déployait encore plus. Je dirais que... On est dans un monde de modernité, de confort, de plaisir, et on nous vend ça en permanence. Plus de sécurité, plus de confort, plus de plaisir. Ce qu'on nous dit pas, c'est qu'on va perdre des choses aussi avec ça. Et ce qu'on perd beaucoup, c'est le lien humain, effectivement. Parce que, tu vois, quand on est sur la route, quand on n'a pas d'argent, je fais pas l'apologie de vivre sans argent, je dis simplement, quand on vit cette expérience, la relation à l'autre n'est plus une option. Elle devient nécessaire. Et c'est ça qu'on vient chercher avec Mood, c'est cette nécessité du lien qu'on a perdu parce qu'on devient finalement hyper autonome, hyper indépendant. Mais quand tu proposes à quelqu'un de regoûter à ça, nous, ce qu'on remarque, il y a forcément un petit moment de réticence. Les gens, quand on toque chez eux, ils sont... Mais quand on passe un peu de temps, les gens, tout d'un coup, se disent... Ah mais oui, mais ça me manquait. Et très souvent, il y a des larmes, tu vois, dans les films, parce que les gens, tout d'un coup, se mettent à respirer, retrouvent l'oxygène du lien.
Et il y a des moments de vérité, d'authenticité inouïs et magnifiques. En même temps, vous n'êtes pas des inconnus, c'est-à-dire que les gens vous connaissent maintenant depuis des années. À partir du moment où vous frappez chez quelqu'un, enfin moi vous frappez chez moi, à moins que je n'ai absolument rien à vous offrir, je vais quand même vous laisser rentrer. Parce que toi, t'es dans Buzz TV, tu connais ce qui se passe. Il n'y a pas tout le monde qui suit l'actualité de télé. Quand même, les gens vous reconnaissent, non, Et généralement. Quand les gens nous reconnaissent, la réponse est la suivante. C'est gentil, on va éteindre les caméras, on prend un petit temps pour parler, mais on ne rencontre que des gens dans ces films qui ne connaissent pas Nuit et culotté. Sinon, ça biaise le rapport. Ce qu'on cherche, c'est vraiment le rapport authentique. Non pas qu'il n'est pas authentique quand les gens nous reconnaissent, mais ça peut biaiser pour beaucoup de monde, se dire salut, c'est la télé qui débarque. Et la deuxième chose, c'est aussi qu'on reste, même si on l'a prouvé des centaines de fois maintenant, on reste avec cette envie de voir est-ce qu'une personne inconnue qui toque à ta porte, est-ce qu'on peut créer un lien de confiance assez grand pour que cette porte s'ouvre et qu'on passe un moment dans un endroit très intime qui est la maison, voire dans une chambre si on est invité à dormir chez les gens. Et donc ça marche pas si les gens nous reconnaissent. On l'a vu dans justement l'objectif mystère. On a rencontré que des gens dans la rue, on était à Cannes le soir, on a rencontré que des gens qui nous reconnaissaient, et ben on a dormi dehors. Vous avez dormi dehors. Donc quand vous n'avez pas de toit, vous dormez dehors. Vous n'allez pas dans un hôtel. C'est des problèmes de riches, de mecs trop connus. Ils dorment dehors, non pas parce qu'il n'y a pas d'hospitalité, mais parce qu'ils sont trop reconnus par les gens. Ça, c'est vrai que c'est un vrai problème. En plus, c'était à Cannes, dans une ville. Donc on a ouvert un immeuble le matin parce qu'on avait dormi dans un parc pour enfants, mais il s'est mis à pleuvoir à 4h du matin. Donc on a erré comme ça, à 4h30, on voit une porte qui s'ouvre avec des gens qui faisaient le ménage. On a fait genre, on faisait partie de l'immeuble, on est monté tout en haut en récupérant les paillassons. On s'est fait un petit lit de paillassons. On a dormi jusqu'à 6h30 du mat. À 6h30, on s'est levé la tête comme ça. On a remis les paillassons tout bien et puis on est allé dans la ville trouver une fontaine pour se rafraîchir un peu. Jusqu'au bout. Combien de numéros sont prévus d'ailleurs ? C'était la question qu'on voulait vous poser parce que là on va voir celui de ce lundi 1er juillet qui se déroule à Lyon. Combien vous en avez tourné pour cette nouvelle saison ? On en a fait 2. On en fait volontairement moins. Par contre, on fait des voyages plus longs, des voyages qui durent plus longtemps pour pouvoir faire des films qui durent plus longtemps. Depuis le tout début de Nuit et culotté, on faisait des 52 minutes, donc un peu moins d'1 heure. Et là, on fait 90 minutes, donc 1h30. L'avant des doubles 52. L'avantage que ça présente pour nous, c'est que ça nous permet de davantage rencontrer les gens, de prendre le temps. Là où avant, au bout d'une journée ou deux, il fallait qu'on avance parce qu'il y avait le voyage qui était court et il y avait le format du film qui était court. Là, on prend beaucoup plus le temps et ça permet d'aller dans cette intimité qui ne se déploie pas au bout de 2 heures. D'autres questions ? Alors, Mathilde en avait 12 alors. Oui, je sais plus. Comme on n'en a pas posé beaucoup, je me suis dit c'est le moment Alors Nan, c'est votre vrai prénom. En revanche, Mout, c'est vous appelez Guillaume Tisserand-Mouton. D'où ce surnom vient ? Alors moi, ça vient du fait que mon nom de naissance, c'est Mouton, et c'était un nom qui était très difficile à porter au collège, mais dès qu'il y avait berger, laine dans une dictée, la classe qui se pliait. Et donc voilà, du coup, il y a ce surnom qui est né à ce moment-là, puis qui est resté. Parce que vous auriez pu vous appeler Tis, vu que c'est Tisserand-Mouton. Oui, mais c'est venu après, parce que quand je me suis marié, j'ai pris le nom de mon épouse en premier. Mais non, ça n'a rien à voir, le Mout, c'était là bien avant. D'ailleurs, quelles sont les relations que vous avez tous les deux ? Parce que là, vous parlez de votre épouse. Est-ce que vous passez plus de temps ensemble qu'avec vos familles respectives ? Parce que vous voyagez ensemble, vous avez un magazine aussi, on va en parler dans quelques instants. Quelle est la relation que vous avez ensemble ? Vous partez en vacances ensemble quand les caméras sont éteintes aussi ? Alors, on passe beaucoup de temps ensemble, principalement pour Nuit et culotté. Et on a nos petits rituels dans l'année, c'est le réveillon, on passe ensemble avec quelques amis. Et c'est les moments des bilans, voilà. Une fois dans l'année, on va peut-être se faire un week-end vacances. On a aussi une semaine dans l'année où on se fait une marche tous les deux sans caméra, rien, sans argent. Ça consolide votre lien En fait, je nous vois comme un fruitier qui donne des fruits, que sont nos films ou le magazine La Tribu du Vivant, mais il a besoin d'un terreau. Et notre terreau, c'est notre amitié. Quelque part, c'est comme un couple. Si on nourrit pas le terreau, à un moment donné, il s'assèche, et puis on est juste promis à la rupture. Donc c'est un vrai engagement, y compris presque professionnel, de nourrir la relation, d'être vraiment à l'écoute des sensibilités de l'un et de l'autre, et de pouvoir être avant tout des frères de route, avant d'être des co-réalisateurs. Principalement, ce qui faisait qu'on ne se voyait pas plus, c'était la distance géographique. Jusqu'à maintenant, on vit avec 7 heures de train qui nous séparent. Donc voilà. Puis en même temps, c'est bien parce que le binôme Nancy-Mout, c'est tellement fort avec toute la médiatisation qu'il y a autour de Nuit et culotté que c'est aussi important de se construire individuellement à côté, dans nos familles, nos couples, etc. Et voilà, je pense qu'on a eu aussi besoin de ça jusqu'à maintenant. Peut-être demain, ça changera.
et on passera davantage de temps si l'un de nous deux déménage ou quoi. Tu vois. Alors justement, votre magazine, on en parle, vous allez lancer une nouvelle version de ce titre. En quoi consiste-t-il? Ça sera quoi la ligne éditoriale? Alors, la ligne éditoriale, c'est resserré beaucoup plus autour du vagabondage, parce qu'on pense que le vagabond, qui est celui qui navigue vers une destination incertaine, avec des ressources incertaines, de manière incertaine, finalement, c'est un peu l'histoire de notre humanité. Hein. On ne sait pas trop où on va aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse preuve de confiance, de résilience, d'adaptabilité, et on pense que le témoignage individuel du vagabond a beaucoup à nous enseigner, nous inspire énormément, et du coup, on veut que cette culture du vagabond prennent de l'ampleur. Donc aujourd'hui, le magazine, c'est ça. C'est plus juste Nance et Moods qui voyagent, mais c'est d'autres vagabondes et vagabonds qui vont permettre, qui vont nous partager leurs histoires, leurs témoignages pour nous permettre d'apprendre d'autres manières d'être au monde. Très concrètement, quand on est sur la route, qu'on fait du stop, qu'il pleut, si on n'est pas capable de recontacter cette capacité d'émerveillement d'un enfant qui, même sous une pluie battante, va s'arrêter sur un escargot et va dire « Oh maman, regarde comme c'est joli », si on ne recontacte pas cette énergie-là, ça devient une galère, ça devient un calvaire. Et la première chose qu'on a envie de faire, c'est rentrer chez soi et se barricader. Et du coup, on s'enferme. Et cette posture de vagabondage, elle nous invite à développer des qualités humaines dont on fait le pari que c'est peut-être ces mêmes qualités humaines dont l'humanité aujourd'hui, face aux enjeux, aux crises, aux fractures qu'on rencontre, qu'elles soient écologiques, environnementales, sociales, on a besoin de retrouver ce qui coule dans notre sang depuis la nuit des temps, c'est-à-dire qu'on a surtout été des nomades. Et on a cette capacité d'adaptabilité. Et c'est ce que vous nous montrez. Ah non, là c'est la conclusion, je suis en retard. Merci beaucoup Nance, merci Mousse d'avoir été sur ce plateau. On vous retrouve ce lundi 1er juillet sur France 5 pour une nouvelle saison de Nuit Culotté. Merci beaucoup d'avoir été autour de cette table. Et le Buzz TV revient dès demain pour son dernier numéro avec Alexia Laroche-Joubert. Bonne journée à toutes et à tous.